Let's go. C'est parti pour ce nouveau webinaire que j'avais envie d'organiser pour une raison, c'est que la semaine dernière, j'ai lu un livre qui s'appelle The 12 Stages of Healing, donc les 12 étapes de la guérison, enfin, je dis guérison, mais on verra que healing, ça ne veut pas vraiment dire guérison. Ça veut plus te dire transformation, évolution. On reviendra sur l'étymologie de ce mot. Euh, et ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre qui me parlait autant. Et je ne sais pas si vous vivez ça vous aussi, mais moi, quand je tombe sur un livre qui me plaît vraiment, c'est comme un sentiment de jouissance. C'est, c'est ce truc où tu tournes les pages, page après page, et tu te dis, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de, qu'est-ce que ça fait du bien de lire un livre qui vraiment me parle. Est-ce que ça vous fait ça ou pas, ou je suis le seul? Yes, carrément. Good. Ouais, c'est trop rare, effectivement. C'est, c'est comme exactement, Delphine, comme un organe intellectuel. Je suis complètement d'accord. C'est exactement ça. Ce qui est marrant, c'est que ce livre, il est dans ma bibliothèque Kindle depuis un an et je l'avais jamais ouvert. Je l'avais jamais ouvert, j'avais pas envie de l'ouvrir. Je sais pas, il me parlait pas du tout. Et puis, ouais, il me parlait pas du tout. Et, et, et je le mettais de côté. On me l'avait, il y a 2 mois, lors d'un dîner, j'ai un mec qui me dit, ah, tu devrais lire ce livre. Donc, on me le recommande à nouveau. Mais pareil, j'ai pas envie de le lire. Et la semaine dernière, je lis un autre livre que j'aime. Je relis un livre que j'aime beaucoup. Et je regarde dans la bibliographie. Et ce livre est encore une fois recommandé. Je dis, OK, c'est différents indicateurs qui me disent, je dois lire ce livre. D'ailleurs, petite recommandation au passage, si vous ne savez pas comment trouver des livres qui vous créent ce genre d'orgasme intellectuel, euh, je vous invite à prendre le top des livres que vous aimez le plus et à aller regarder dans la bibliographie de ce livre. Puisqu'en général, vous trouvez des pépites. Puisque la plupart des best-sellers sont loin d'être des pépites, sont juste des livres qui parlent à la masse. Mais c'est si ça touche la masse et si c'est un best-seller, c'est rarement très profond. En tout cas, c'est ma vision des choses. Euh, et que les pépites, c'est en général des livres qui sont moins lus, mais dont vous pouvez trouver les références dans la bibliographie des meilleurs livres que vous avez lus. Et bref, je commence ce livre samedi soir. Je suis vraiment pas bien au moment où je démarre ce livre. Et puis, ça faisait 2 semaines où j'avais été malade, j'étais fatigué, bref, différentes choses qui font que vraiment, j'étais pas au top. Et puis, je commence le livre et là, je commence à voir que ce qui est décrit dans ce livre, il décrit ce que je vis depuis 15 ans avec une forme de précision qui dépasse mon entendement. Et je me dis, waouh. Et depuis, je pense que il y a une différence entre lire un livre et l'étudier. Entre le moment où je l'ai lu, je pense que j'ai passé 5-6 heures à le lire et 15 heures à l'étudier. Tellement il m'a parlé et je me suis dit, ben, en fait, le meilleur moyen de l'intégrer encore plus, c'est tout simplement de transmettre ce que j'en comprends et de partager tout ça avec vous. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous partager ça, mais surtout, ce que je pense que ce webinaire va vous apporter, c'est vous donner une grille de lecture sur les blocages que vous traversez aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces blocages restent? Et comment s'en libérer? Et comment ne pas faire les erreurs qui peuvent vous empêcher de vous en libérer? Je vous invite tous à identifier là un endroit de votre vie où vous sentez que cet endroit de votre vie, vous ne vivez pas quelque chose d'extraordinaire à cet endroit de votre vie. Vous êtes peut-être en maintenance ou vous êtes peut-être en souffrance. Mais en tout cas, cet endroit de votre vie, il n'est pas
vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose d'extraordinaire dans cet endroit. Vous avez tous un endroit comme ça? Ça peut être dans votre couple. C'est comme si maintenant vous survivez en couple. Ça peut être dans vos finances. Vous vous contentez de, de survivre, mais c'est pas abondant. Ça peut être dans votre business. Bon, voilà, vous avez peut-être des clients, ça marche, mais il manque ce sentiment profond de passion. Ça peut être socialement. Voilà, vous avez peut-être mis votre vie sociale entre parenthèses. Ça peut être physiquement. C'est-à-dire que vous vous levez fatigué, vous n'avez pas forcément d'énergie. Vous essayez de mettre en place des routines, mais bon, ça donne pas ce que vous voulez. Mais je pense qu'on a tous un endroit de notre vie qu'on peut identifier comme ça, n'est-ce pas? Oui, non? Yes. OK. Ce que Donny Epstein nous explique dans son livre, c'est justement euh, les 12 étapes de la transformation. Mais avant ça, avant qu'on partage, avant qu'on traverse ensemble ces 12 étapes et qu'on puisse clarifier ça, la première distinction qui m'a énormément parlé dans cette approche, c'est la distinction qu'il y a entre, je vais juste partager mon écran, euh, Zoom, yes. Vous voyez l'écran? C'est bon? Juste faites-moi un signe parce que je vois que vos caméras. Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais? Ok, good. Super. Euh, la première distinction qui existe, c'est la distinction entre, je vais vous le traduire en français derrière, mais euh, les mots sont importants. Euh, c'est la distinction entre curing et healing. Curing, en français, on pourrait le traduire comme soigner. On entend ce qu'il y a derrière. On peut aussi voir soigner, donc nier le soi. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je l'écris comme ça. Healing, on pourrait le traduire en français par guérir. Ok. Ce que nous explique Donny Epstein et ce que je raconte aussi depuis des années, c'est que tous les symptômes qu'on va avoir dans notre vie sont des feedbacks pour nous informer sur le fait que on ne vit pas en fonction de nos valeurs les plus hautes. On n'est pas en train de poursuivre notre raison d'être. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et donc, ce que nous explique Denis Epstein, c'est que toutes nos souffrances dans notre vie, tous les endroits sur lesquels on ne vit pas de manière extraordinaire, on ne vit pas de manière extraordinaire uniquement parce qu'on a réprimé certaines parts de nous. On a peut-être réprimé, mis de côté, rejeté, abandonné euh, certaines parts de nous. Pourquoi? Plusieurs raisons. Première raison qu'on peut avoir, parce qu'on a certains traumas qui nous ont amenés à mettre ça de côté, parce on a grandi dans une certaine culture, avec une certaine famille, dans laquelle peut-être que ces parts-là n'étaient pas autorisées. Et pour survivre, pour rentrer dans ce groupe, dans ce système, on a dû, pour survivre, mettre en place différents mécanismes qui nous amènent à réprimer certaines parts. Ce qui est fascinant, c'est que à l'intérieur de nous, il y a une sagesse qui fait que si on met de côté certaines parts, ces parts-là vont à un moment donné demander de l'attention. Et leur manière de demander de l'attention, c'est à travers des symptômes, des douleurs, du flou, un ras-le-bol, euh, des conflits. Bref, ces fameux symptômes, pour ceux qui ont déjà assisté à d'autres webinaires, ces fameux symptômes psychologiques, physiologiques, sociologiques et théologiques. Autrement dit, notre souffrance, dans n'importe quel domaine de vie, vient du fait qu'on a renié, qu'on a nié okay, une partie du soi, de l'être profond.
euh, de l'être profond. Renier ça déclenche des symptômes. Ok. Face à ces symptômes, on a du coup deux choix. Soit on va rentrer dans une approche de curing, de soigner, où on va nier les signaux du soi, nier le message du soi, okay, qui est ce que la majorité des gens font, et tout notre système de santé est basé là-dessus, sur nous aider à ne plus ressentir le symptôme. On va alors manipuler le symptôme pour plus le ressentir. C'est ce qu'on peut faire avec le système, c'est ce que peut faire le système médical, c'est ce qu'on fait lorsque, quand ça ne va pas, on va chercher du sucre, on va chercher de la nourriture, on va chercher une cigarette, on va chercher de l'alcool, on va chercher du porno, on va chercher à connecter avec les autres. Bon, en tout cas, on va chercher à ne pas ressentir ce qu'on ressent, à ne pas ressentir ce qui se passe en nous, à ne pas ressentir l'insatisfaction profonde qu'il y a. Puisque la souffrance, c'est ça. La souffrance, c'est le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, ce qu'on nous a appris, c'est que quand ça ne va pas, ben, il faut trouver un moyen d'aller mieux. Et comme notre culture est branchée là-dessus, notre tendance, ça va être de soigner. Soigner peut être utile. Soigner peut être utile. Donc, soigner qui correspond à diminuer l'intensité des symptômes, diminuer la force du message. Ça peut être utile si c'est un moyen de nous laisser du temps pour guérir. Healing, si on regarde ce à quoi nous renvoie le mot healing, son étymologie nous renvoie à hal, whole, hurt. On a une racine commune avec tout ça, qui veut dire reconnecter au cœur, redevenir complet, whole, wholeness, et hal, dont je n'ai plus l'étymologie sous la main, mais que je vais retrouver en quelques instants. Hal signifie je l'ai plus sous la main, mais on est encore autour de quelque chose qui signifie complet. C'est pour ceux qui parlent allemand, il y en a qui parlent allemand ici, qui peuvent m'aider, parce que je me souviens que Hal sans E, c'est de l'allemand. Mais comme je ne parle pas anglais, comme je ne parle pas allemand, du coup, je n'ai pas la référence sur H-A-L. Est-ce que quelqu'un sait en allemand ce que veut dire H-A-L? Est-ce que quelqu'un peut m'aider là-dessus ou pas? Non, personne parle allemand ici. Vous irez regarder si vous voulez sur l'étymologie. Mais on est toujours autour de quelque chose de cet ordre-là, de cet ordre-là. OK, merci Jolene. Donc voilà. Donc, Hal en allemand, c'est tout. Donc autrement dit, healing nous renvoie aussi à cet ordre de tout, toutes les parts en nous redevenir complets. OK? Et donc, guérir, c'est réintégrer la part qui demande de l'attention aujourd'hui à travers des symptômes. Et pour ça, on va passer par 12 étapes que je vais vous décrire ici. Et je vois le message d'Isabelle qui dit j'ai tellement essayé de gagner du temps que pour finir, je crois en avoir perdu. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Je me souviens, il y a un an, à peu près un an pile, en tout cas 10 ou 11 mois, je suis chez le chiropracteur, sur la table,
Et j'entends derrière moi les deux chiros qui regardent mon corps et qui parlent. Et il y en a un qui lui dit, il y en a un qui dit à l'autre, lui dit pas, il doit trouver tout seul, parce que lui, regarde sa structure. Elle veut tout le temps gagner du temps, mais au fur et à mesure de gagner du temps, il finit par en perdre. Et au moment où il me dit ça, ça fait slack dans mon corps, je comprends ce qui se passe. Je comprends que je suis tellement addict à vouloir gagner du temps que j'en perds. Donc, je comprends ce que tu veux dire, Isabelle. Euh, et donc, prenez, juste pour que ça soit encore plus concret, quand je vais décrire ces 12 étapes, prenez le sujet aujourd'hui qui crée des symptômes dans votre vie. Créez le sujet ayez en tête le sujet qui vous rend insatisfait dans votre vie aujourd'hui. Ça vous permettra d'identifier encore plus ce dont je parle aujourd'hui. OK? Euh, la première étape, c'est une étape dans laquelle juste je souffre. OK? Donc, je souffre, j'ai l'impression d'être sans espoir, j'ai l'impression que de toute façon, je ne peux rien faire face à ma douleur et je suis dans la souffrance dans ce domaine. Ce domaine me fait souffrir. Okay. Cette situation me fait souffrir et je suis sans espoir. C'est l'endroit où je suis encore victime de mon truc et j'ai l'impression que de toute façon, rien ne va pouvoir m'aider. Pas besoin de la décrire très longtemps. Je pense qu'elle est assez claire. La seule chose que j'ai à dire sur cette première étape, c'est que dans chaque étape contient son rythme et chaque étape contient sa leçon. Et lorsque la leçon est intégrée, on peut passer à l'étape d'après. Okay. Et ça va être quelque chose qui va être important à comprendre dans ces 12 étapes. C'est que chacune de ces étapes contient un rythme naturel et que en embrassant et en devenant ce rythme naturel, on peut passer à l'étape d'après dans cette réintégration profonde. Dans cette première étape, ce qui va nous empêcher d'avancer et de passer à la deuxième et à la troisième, même si la première et la deuxième sont très interconnectées, vous allez voir, ça va souvent être de ne pas reconnaître ça. Okay. De ne pas reconnaître que là, je suis juste en train de souffrir. Et ce qui va me permettre de passer à la deuxième puis à la troisième, c'est cette reconnaissance de là, en fait, ça ne va pas et je suis en train de souffrir. Et ça paraît assez évident ce que je viens de dire, mais pour autant, peut-être que je suis le seul ici, mais je peux être un professionnel à tout faire pour me convaincre que tout va bien. Je suis peut-être le seul ici et juste on a, de mon expérience et des clients que j'ai pu accompagner, j'ai cru apercevoir que je n'étais pas le seul. Voilà. Mais ce dont on a besoin à cet endroit-là, c'est juste reconnaître ça. Et juste affirmer et ressentir de juste en ce moment, je souffre et j'ai l'impression que je suis sans espoir et que j'arriverai jamais à en sortir. Et ça, à partir du moment où j'embrasse la leçon euh, qui va avec cette étape, je suis prêt à passer à l'étape 2 éventuellement à l'étape 3. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque étape dont on va parler aujourd'hui peut prendre des dizaines d'années comme quelques secondes en fonction de ma résistance au rythme que me demande l'étape. C'est-à-dire qu'au plus je suis au plus je me synchronise avec le rythme que l'étape me demande, au plus est-ce que ça va vite. Au plus est-ce que je refuse la leçon que me demande l'étape, au plus est-ce que je vais y rester longtemps. La deuxième étape, elle va consister à vouloir trouver une manière de me sortir de ça. Et je vais mettre mon pouvoir à l'extérieur.
je vais en général, dans cette étape, retrouver une force un peu de pouvoir en moi, mais mon pouvoir, il est beaucoup basé sur l'extérieur. Et j'ai un ego, un self qui est encore trop faible pour pouvoir trouver la solution à l'intérieur de lui. Donc, en général, dans cette deuxième étape, je vais être très jugeant. C'est bien, c'est mal, il faut se sortir de ça, il ne faut pas se sortir de ça. Et je vais m'accrocher à un truc à l'extérieur qui est censé être miracle et qui est censé me permettre de me libérer de ma souffrance. Donc, euh, ça peut être ce thérapeute, ce coach, cette religion, cette information, cette méthode. Par exemple, je souffre dans mes finances et j'en ai marre de financièrement galérer. Je vais ça va être très probable que j'aille dans une étape 2 dans laquelle j'aille vers des solutions miracles autour de finances. Et je vais mettre tout mon pouvoir dans ce truc qui est censé m'amener à la libération de ma souffrance. Ok. Ça peut être, euh, si je souffre amoureusement, ça peut être ce nouveau mec ou cette nouvelle femme que je viens de rencontrer, qui, elle, enfin, je suis mal dans mon couple et je croise une femme ou un homme qui me séduit. Ah, elle, c'est mon sauveur qui va enfin me sauver de mes relations toxiques, par exemple. Ok. En tout cas, je mets mon pouvoir à l'extérieur. Le problème de l'étape 2, c'est que l'étape 2, elle me ramène toujours à l'étape 1, puisque le soulagement qu'elle apporte est toujours temporaire. Ça peut être ce médicament. Ok. J'avais une cliente qui n'est pas devenue cliente d'ailleurs, euh, cet hiver, qui m'avait demandé du coaching à un moment donné. Et puis, j'avais plus de place disponible en coaching. Donc, je lui ai dit, je peux pas, mais euh, dès que j'ai de la place, je te recontacte. Et puis, venez voir parce qu'elle avait beaucoup elle avait de l'anxiété et tout ça. Et puis, un mois et demi après, je la recontacte. Je lui dis, j'ai maintenant une place si tu veux en coaching, si tu veux qu'on démarre. Et elle a dit, non, c'est bon, j'ai trouvé ce médicament. Maintenant que je le prends, ça va beaucoup mieux. Ah, bah tant mieux. Voilà. Donc là, on est à une bonne étape 2 sur lequel il s'agit d'une question de temps avant que je revienne dans l'étape 1. Puisque tant que le message n'est pas compris, le sage en moi va continuer à créer du mess. Le mess en anglais, c'est le bordel. Le message, c'est le bordel du sage, jusqu'à ce que je comprenne le message, jusqu'à ce que j'intègre le message. Et le message est toujours le même. L'intégration d'une part de moi que j'ai mis de côté, rejeté, aliéné. Donc, cette étape 2 me ramène toujours à l'étape 1. Je passe à l'étape 3 le jour où je vais refaire mon expérience de souffrance. Je vais refaire mon étape 2 de souffrance, mais avec un sens de responsabilité un peu plus grand. C'est-à-dire que dans l'étape 3, je suis conscient, je commence à être conscient qu'il y a un pattern là-dedans, qu'il y a un schéma qui se répète et que le point commun entre toutes ces situations, c'est moi. Ce que j'aime bien dire à mes clients quand ils ont en général
3 fois la même personne qui arrive dans leur vie, enfin, trois personnes différentes qui leur fait revivre la même situation. On leur demande c'est quoi le point commun entre ces 3 personnes? C'est toi. Donc, cette troisième étape, elle est symbolisée par l'arrêt de mettre le pouvoir à l'extérieur et une reprise de responsabilité et une compréhension que, ici, on va l'appeler, cette troisième étape, on va l'appeler conscience que je suis bloqué dans une perspective. La 2, on pourrait l'appeler fuite vers le miracle. Et la première, souffrance. La plupart des gens passent leur vie entre l'étape 1 et 2. La troisième étape, c'est le moment où je réalise que ok, je suis bloqué dans une perspective. Je ne sais pas encore quoi. Je ne sais pas encore exactement c'est quoi mon histoire limitante. C'est quoi la part de moi qui a besoin d'être réintégrée. Mais je prends quand même conscience que ça vient de moi. Et je m'ouvre à explorer. Je m'ouvre à explorer que ça vient peut-être de moi. L'étape 4, c'est une étape dans laquelle je ne vais pas prendre une décision, puisque prendre une décision et mettre fin à la situation qui me fait souffrir, ça serait revenir à l'étape 2. Si par exemple, ce qui me fait souffrir, c'est cette relation de couple, ben, en fait, dire je quitte cette personne, ça serait revenir à l'étape 2 et croire que être seul va résoudre mon problème. Mais l'autre est juste en train de me montrer, en fait, la part de moi que j'arrive pas à intégrer, la part de moi qui me fait tant souffrir, ce sentiment peut-être de solitude ou de je ne sais quoi qui me fait souffrir. Si c'est par exemple, j'en sais rien, financièrement, je suis toujours dans la même situation, j'ai l'impression de toujours revenir à zéro, ben, c'est pas le moment où je vais prendre un coaching et je vais m'engager dans cette nouvelle stratégie. C'est un moment dans lequel je vais juste réclamer mon pouvoir. Réclamer mon pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais m'engager envers moi-même à ne plus jamais faire l'expérience que je vis. Ou alors, si je la fais, à être là pour moi si je la refais. Je vais vous donner un exemple, une situation que j'ai vue récemment, sur laquelle personne vient me voir en me disant que actuellement sa relation de couple l'a fait souffrir. Euh, Elle a déjà proposé dans le passé à son conjoint de se séparer, mais proposer à son conjoint de se séparer. Je trouve ça assez intéressant comme concept. La proposition de se séparer. C'est pas, c'est pas je veux qu'on arrête, c'est je te propose ça. Euh, Pourquoi? Parce que je mets le pouvoir dans l'autre, dans le fait de me sortir de ma souffrance en ayant le courage de se séparer. Donc c'est une étape 2. Et puis, ben, comme la vie est trop bien faite, l'autre ne prend pas la responsabilité que je ne peux pas prendre. Donc je reste dans cette situation. Et l'étape 3, ce serait de se rendre compte que, OK, en fait, cette situation me fait souffrir et c'est peut-être ma responsabilité. Je ne vais pas attendre que l'autre change. Je ne vais pas attendre que l'autre se sépare. Je ne vais pas attendre X, Y, Z. Je vais juste reconnaître ça. Et la quatrième étape, c'est en fait, je prends l'engagement que je ne ferai plus l'expérience de cette souffrance quand l'autre a telle ou telle réaction. Ou que si ça m'arrive, je serai là pour moi et je ne serai pas en train de réagir. Je vais juste accepter et embrasser le fait d'être là pour moi la prochaine fois que ça arrive.
Financièrement, ça pourrait être l'étape 4. Professionnellement, ça pourrait être, je me rends compte que dès qu'il y a un client qui arrive, je n'arrive pas à annoncer mon prix, j'arrive pas à machin. En fait, je fais l'expérience que je m'engage sur le fait que peu importe l'inconfort qui va arriver la prochaine fois, je serai là pour moi au moment d'annoncer mon prix. Et peu importe le niveau d'inconfort, je traverserai ce niveau d'inconfort. OK? L'étape 5, elle va consister à fusionner avec mes histoires limitantes. C'est-à-dire que dans l'étape 3, je ne sais pas encore exactement quelle est mon histoire limitante, mais dans l'étape 5, je vais fusionner avec mes histoires, c'est-à-dire que la prochaine fois que je revis l'expérience, je suis là pour moi et je ne vais pas essayer de fuir, je vais juste rester présent dans l'histoire que je me raconte et être capable de fusionner tellement avec mon histoire que je suis capable de rentrer dedans et de la voir du dessus une fois que je suis rentré dedans. C'est par exemple, je me rends compte que je suis dans... Oui, effectivement, je prends juste le commentaire. Quitter la personne, n'est-ce pas revenir à l'étape 2? Si, exactement. Quitter la personne, c'est revenir à l'étape 2. Exactement. Et c'est le risque de l'étape 4. Le risque de l'étape 4, et c'est ce que beaucoup confondent au moment où ils disent je réclame mon pouvoir, en général, réclamer mon pouvoir, pour beaucoup dans le monde du développement personnel, c'est une rébellion où je crois que je prends mon pouvoir en évitant de vivre mon expérience, en évitant de transcender mon expérience, en évitant. Okay. J'envoie tout balader, j'envoie mon mec, j'envoie balader mon mec, j'envoie balader ma femme, j'envoie balader mon travail, j'envoie balader mon machin. Et je crois que ça, c'est réclamer mon pouvoir. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est juste fuir la situation pour me libérer du symptôme. Ça, c'est curing the situation. Vous saisissez? Et je vais revivre la même expérience. C'est comme si je me donnais un espace, on va dire, de temps pour, euh, avant de revivre la même situation. C'est-à-dire que je me donne une bouffée d'air dans l'étape 2 où j'ai l'illusion dans l'étape 2 que ma situation va mieux, parce que c'est ce que la situation, c'est ce que l'étape 2 permet. Au début, je suis reconnaissant de ce thérapeute, je suis reconnaissant pour je suis reconnaissant pour ce médicament, je suis reconnaissant pour ce thérapeute, je suis reconnaissant pour ce coach, je suis reconnaissant pour cette nouvelle religion, je suis reconnaissant pour cette information qui a l'air de changer ma vie, je suis reconnaissant pour cette femme, cet homme qui arrive dans ma vie et qui compte tous mes besoins d'un coup. Mais c'est juste une question de temps. Si j'ai pas vécu la réintégration, c'est juste une question de temps avant que je revive la même expérience. On prend des personnages différents et on rejoue la même scène de théâtre. Okay. Euh, et ce que j'ai dit au début, c'est que curing, euh, donc soigner, n'a du sens que si c'est un temps que je me laisse pour guérir. Autrement dit, euh, peut-être que si je quitte cette relation qui me fait tant mal, ben, si je me rends compte qu'aujourd'hui, je n'ai pas les ressources pour guérir, peut-être que ça peut être utile. Parce que avant, par exemple, quand je voyais tout ce mouvement d'étiquetage de pervers narcissique, toutes ces choses-là, en fait, je me disais, mais les gens vont juste revivre l'expérience. Et je juge ça, je critiquais. Jusqu'à comprendre que
dans des situations vraiment difficiles. Ça peut être aidant si cette situation m'a tellement affaibli que j'ai besoin d'un peu de temps avant de faire le vrai travail. Ok. Euh, Puisque ce qui va dans l'étape 2, il y a beaucoup de jugements, d'étiquettes. Dans l'étape 2, elle est caractérisée par euh, beaucoup d'étiquetage, beaucoup de concepts, de limites, de barrières pour me prévenir surtout de ne pas revenir à l'étape 1. Mais c'est justement là où elle me ramène, le paradoxe. Hier, je parlais avec une amie et elle me dit Eh, Julien, tu connais l'application The Pattern? Et je lui dis non. Elle me dit bah, installe-la. The Pattern, c'est une application que je vous décommande vivement, tellement c'est de la merde. Euh, c'est quoi? C'est un truc euh, qui, en fonction de ta date de naissance et ton lieu de naissance, euh, donne ton niveau de compatibilité avec les personnes autour de toi. Donc, elle m'explique ça. Je l'installe pour lui faire plaisir. Puis 10 minutes après, elle me dit ah, t'as vu, c'est marrant, on n'est pas du tout compatible en termes d'amitié. Mais elle disait ça un peu en rigolant, c'était un peu un jeu. Et je dis bah, c'est assez terrible. Et on commence à avoir une, euh, une discussion sur les médiums, tout ça. Et je suis pas en train de dire que les médiums, ça n'existe pas. Je pense qu'il y a une partie, mon avis, c'est qu'il y a une partie des médiums qui existent, une partie qui sont des charlatans, une partie qui ont vraiment accès à de l'information, euh, qui ont vraiment accès à une information universelle, mais que c'est une dynamique qui se joue à deux. C'est-à-dire que, en général, ceux qui ont vraiment accès à une information universelle n'attirent pas des clients qui sont dans une étape 2, puisque les clients qui sont dans une étape 2 veulent euh, des réponses qui sont censées leur apporter du plaisir et l'illusion qu'ils vont sortir de la souffrance. Et énormément de ces choses de médium, d'astrologie, de machin, permettent justement à des gens de passer de l'étape 1 à 2 et d'avoir une forme de relief. Le loto est fait pour les gens qui sont dans l'étape 1, financièrement. Tout ce qui permet d'avoir une illusion de pouvoir à l'extérieur, c'est le passage d'une étape 1 à une étape 2. Ouais. Donc l'étape 5, mais j'insiste sur le fait que dans l'étape 4 et 5, on n'est pas en train de prendre une décision. On n'est pas en train d'essayer de changer les circonstances. Dans l'étape 4 et 5, et c'est vouloir changer les circonstances à ce moment-là d'expérience, c'est revenir en étape 2. Okay. L'étape 5, c'est la prochaine fois que, par exemple, mon mari me fait sentir euh, ou que ma femme me fait me sentir seule, nulle, abandonnée ou quoi. Je vais juste être là, ressentir ça et m'accompagner dans ce processus et être avec moi. Et je peux être avec moi, je peux me rendre compte de ce que je suis en train de me raconter, mais je peux regarder tout ça avec, fusionner avec, et petit à petit, regarder ça avec peut-être un sentiment d'amusement. Et ne plus être attaché à l'histoire, mais fusionner avec l'histoire, qui est quelque chose de très différent. Être attaché à l'histoire, c'est je vais m'y attacher, je vais avoir besoin de convaincre tout le monde, je vais m'y convaincre. Fusionner avec l'histoire, c'est je peux en faire l'expérience et voir qu'il y a une illusion derrière. Et au moment où j'en fais l'expérience, je me rends compte qu'elle n'est pas vraie. Tant que j'évite l'expérience, je m'y attache et je crois qu'elle est vraie. Je ne sais pas si vous saisissez la distinction. Saisissez la distinction ou pas? Ouais? Ok. Étape 6. Je vais juste descendre ça, parce que sinon c'est le bordel.
L'étape 6, c'est ce qu'il appelle la préparation pour la résolution. La préparation pour la résolution, c'est le moment, et encore une fois, il n'y a pas, juste pour préciser, hein, c'est qu'il n'y a pas de cadre de temps dans chacune de ces étapes. Toutes ces étapes peuvent prendre quelques secondes, comme des dizaines d'années. D'accord? Vous savez que les 12 étapes peuvent être franchies parfois en quelques minutes, mais pour d'autres, 3 étapes vont prendre 10 ans. Et pour d'autres, 3 étapes vont prendre une vie. Donc, il n'y a pas de cadre de temps. Euh, la 6e étape, c'est la préparation pour la résolution. C'est le moment où mon corps commence à comme pulser et il y a suffisamment d'énergie qui se crée pour que j'ai l'énergie pour résoudre ça. Puisque tout changement de paradigme demande un autre niveau d'énergie. C'est le moment où, je vais vous donner une comparaison très glamour, désolé pour ceux qui viennent de manger, mais tout ce processus de transformation, on peut le comparer au processus de transformation lorsque j'ai mangé un aliment qui est toxique. Lorsque j'ai mangé un aliment qui est toxique, si on prend l'analogie avec, là, j'ai une perception qui est toxique. Attention, c'est jamais quelque chose à l'extérieur qui est toxique, c'est toujours ma perception de ce qui est à l'extérieur qui est toxique. Toxique par rapport à la possible expression de mon plus haut moi, de la partie la plus élevée de moi-même. Si je prends l'analogie, lorsque tu manges un aliment qui est toxique, au début, ta première étape, c'est la souffrance. C'est que tu as mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi, juste tu as mal au ventre. Qui s'est déjà arrivé. OK. Deuxième étape, c'est tu tournes un peu dans la pièce, puis tu vas regarder dans ta trousse à pharmacie, tu regardes si tu n'as pas un médicament pour enlever ton mal de ventre. Tu n'as pas quelque chose qui va te permettre de poursuivre ta journée sans avoir à devoir annuler tous tes rendez-vous, sans avoir à machin. Tu regardes si à l'extérieur, il n'y a pas quelque chose qui peut te permettre de soigner le symptôme. Sauf que si tu as vraiment mangé un aliment toxique, c'est dans ton intérêt de le rejeter. C'est dans ton intérêt d'être malade. D'ailleurs, le fait que ton système, que ton corps veuille te faire vomir si tu as mangé un aliment toxique, c'est dans ton avantage, c'est dans ton intérêt. Tout comme le fait que c'est dans ton intérêt que ton corps crée des symptômes et que ton cerveau crée des symptômes si tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Si tu vis une vie qui est moins que celle que tu aimerais vivre au fond de toi. Et donc, la deuxième étape, la troisième étape, c'est en général, une fois que tu as pris ton médicament, tu te rends compte que ton mal de ventre, il passe peut-être pas tant que ça ou il revient après le médicament. Et du coup, tu as une troisième étape qui est, tu te dis, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai sûrement mangé quelque chose qui n'était pas très bon. Vous êtes déjà arrivé de dire ça, toi? De dire, je ne sais pas si c'est les crevettes d'hier, je ne sais pas si c'est les crevettes ou je ne sais pas si c'est la soupe d'hier, mais je sens que j'ai mangé un truc qui n'était pas très bon. Là, on est dans la troisième étape. Tu ne sais pas encore ce que c'est, mais tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être rejeté. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être libéré. La quatrième étape, c'est l'étape où tu te dis, OK, en fait, j'ai mangé quelque chose et juste, il va falloir que je fasse quelque chose et je laisse mon corps faire. Et tu passes à la cinquième étape, où à un moment donné, tu te laisses, du coup, tu t'allonges peut-être sur ton lit et tu prends le temps de ressentir et juste t'arrêtes de faire autre chose et tu fusionnes avec ton sentiment d'être mal. Tu fusionnes avec le sentiment de ça va pas, il faut que je vomisse. Sixième étape,
tu sens que tu as peut-être des spasmes de plus en plus proches et tu es de plus en plus près de vomir. Et au fur et à mesure, les spasmes sont de plus en plus grands. Ok. Pour arriver à une septième étape, qui est la résolution. La résolution, c'est le moment où tu vomis. La résolution, dans psychologiquement, c'est le moment où peut-être tu pleures un bon coup, peut-être tu ressens ton émotion un bon coup, tu traverses ton émotion un bon coup, et parce que tu as passé la cinquième étape, tu as fusionné avec l'histoire, tu as libéré l'émotion. Tu peux arriver à la huitième étape. Et là, d'ailleurs, au moment, on va dire que au moment où tu passes l'étape 7, c'est comme si tu, dans cette étape 7, comme si tu passais dans une autre réalité. T'arrêtes d'être ballonné et t'accèdes. Qu'est-ce que- qu'est-ce qu'on dit en général après avoir vomi, Olivier? Je vois que tu nous as sorti un bel émoticône dans le chat. Donc, ça fait du bien et ça soulage. Ouf, ça va mieux. Ça va mieux. Un. OK. La huitième étape, c'est le vide. Puis vider. C'est ce qu'on peut. Ah, je reprendrais bien du chocolat. Effectivement, certains. En général, si tu reprendrais bien du chocolat, c'est que malheureusement, tu n'as pas transcendé les différentes choses et que tu vas retourner à l'étape 1. Ouais, je suis vidé, on va dire. Donc, il y a un vide qui permet la création d'une nouvelle vie, la création d'une nouvelle réalité, de la place pour remanger du chocolat, la possibilité de déménager, la possibilité de recréer une nouvelle relation, la possibilité de recréer un nouvel emploi, la possibilité de recréer une nouvelle offre, la possibilité de se réinventer, tout simplement. Puisque si je ne suis plus dirigé par l'ancien paradigme, il y a de la place pour un nouveau paradigme. Ok. Et en général, après ce vide, une fois que je suis vidé, il y a un sentiment euh, d'une nouvelle énergie et je peux accéder à une forme de lumière. Ou d'un coup, c'est comme si tout s'éclairait. C'est comme si tout s'éclairait et je vois la lumière sur ma situation. Je peux avoir un sentiment de gratitude pour ma situation. Je peux avoir un sentiment de gratitude et d'amour pour tout ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant. Pour arriver à une dixième étape, il y a une ascension dans laquelle mon cortex préfrontal peut connecter à l'information, peut, peut- peut devenir l'information. L'étape 9, c'est j'accède à l'information, c'est à l'extérieur de moi, j'ai accès à, je ressens de la gratitude. Le dixième, c'est je deviens et je fusionne avec cette gratitude et cet amour. Je deviens complètement cette information. Et là, je vois clairement ce que j'ai envie de réaliser dans la prochaine étape. C'est déjà fait. Là, c'est dans la neuvième, c'est je le vois. Je fais la lumière sur mon passé
et je vois ce que j'aimerais être dans le futur, c'est clair, je le vois. Et la 10e étape, c'est j'en fais l'expérience. Je suis présent avec le futur qui s'est déjà passé. La 11e étape, c'est 11e étape, c'est la descente. Après cette ascension, euh, je vais avoir la descente de exactement comment est-ce que cette vision va se matérialiser dans la matière. J'ai peut-être du coup mon intuition qui me dit tu dois appeler cette personne, tu dois faire ça à ce moment-là, tu dois faire ça. En tout cas, je vois comment ça peut descendre dans la matière et j'ai accès à mon plan et toute cette information que j'ai eue en accédant à quelque chose de plus grand, au moment où je redescends dans la matière, je vois exactement comment je vais pouvoir matérialiser l'information et la lumière à laquelle j'ai eu accès. Ok. Et la 12e étape, c'est l'inspiration de partager ça avec ma communauté. Puisque toute transformation a pour but d'élever l'humanité entière. Et donc, dans cet espace, je vais avoir envie de le partager dans la matière et de partager ça avec du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des flashs comme ça de lumière, des choses où vous vous transformez, où vous vous libérez de quelque chose, à un moment donné où tu as juste envie de le partager avec le plus de monde possible. Ok. Euh, Effectivement, c'est ce que j'ai eu à travers l'étape 12, puisque le, je vais vous prendre un exemple qui est mon exemple. Et ensuite, juste après, je vais probablement refaire ce cycle sur d'autres d'autres sujets, d'autres parts de moi qui sont non intégrées. Et je vais repasser par ce cycle encore et encore. Ce cycle ira probablement de plus en plus vite. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, euh, on peut, tac, euh, on peut dire que là, de là à là, ouais. De là à là, il y a un renforcement du soi, c'est-à-dire qu'un ego qui devient plus fort. Et quand je dis un ego, c'est un ego sain, ok, qui devient plus fort. Euh, C'est-à-dire que quand je suis dans l'étape 1, j'ai un ego qui est très faible. Dans l'étape 1 et 2, j'ai un ego qui est très faible. Je parle d'un ego sain qui est très faible. C'est-à-dire que je m'identifie à mes possessions, je m'identifie à ce que je viens de perdre, je m'identifie à ma situation, à mes circonstances. Donc, autrement dit, j'ai un ego qui est très peu stable, qui est très faible. Et dans chaque étape, ce qui me permet d'aller vers chaque étape, c'est aussi un ego qui devient de plus en plus fort, une confiance en moi qui est de plus en plus forte et qui me permet d'aller traverser les étapes. Ok. Et paradoxalement, euh, dans ces étapes-là, dans la deuxième partie du processus, tu as au contraire un soi qui se dissout pour fusionner avec le tout.
qui est intéressant, c'est que la psychologie occidentale, en général, nous invite à se libérer de l'ego, à se libérer du soi pour fusionner avec le tout. Et arrêter de se croire c'est pareil. La psychologie occidentale, au contraire, est très axée sur nous aider à développer un ego plus fort. Et les deux sont importants dans le processus de transformation. Puisque j'aime cette idée, j'aime cette citation, je ne sais plus de qui elle vient, qui dit To become no one, you first have to become someone. Donc, pour devenir personne, tu as d'abord besoin de devenir quelqu'un et tu as d'abord besoin de te sentir suffisamment confiant et fort en toi pour te laisser traverser et cesser de contrôler. Parce que si tu dis à quelqu'un qui est dans une détresse absolue, lâche prise, en fait, il a déjà tellement peur que ça ne l'aide pas beaucoup, en fait. Et paradoxalement, je vais peut-être apprendre à contrôler, à apprendre à maîtriser ma vie avant de pouvoir apprendre à lâcher le contrôle. Euh, et le, ce qui est intéressant, c'est que il y a 2 semaines, en tout cas, je vais vous expliquer surtout pourquoi est-ce que cette lecture a été si forte pour moi. C'est qu'il y a 2 semaines, je suis, j'étais bien depuis. Franchement, je me sentais hyper bien depuis 2, 3 mois. J'étais vraiment au top. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi bien. Et puis il y a 2 semaines, je tombe malade. Euh, je tombe malade pendant une semaine, enfin, rien de très grave, mais suffisamment pour que je puisse plus contrôler, je puisse plus aller au sport, je puisse plus mettre en place toutes mes routines, je puisse plus avancer à tous les endroits. Et puis au bout d'une semaine, ça va mieux. Puis la semaine d'après, mon rhume va mieux. Mais même si mon rhume va mieux, je suis fatigué, j'ai un sentiment de déprime et je me sens vraiment pas bien pendant une semaine. Et puis, je passe toute ma semaine dans mon étape 1, à essayer de faire plein de trucs pour surtout pas ressentir ma souffrance et me dire que bah, c'est bon, je suis juste fatigué. Mets en place tes routines, mets en place tes routines, programme, ok, ton, t'as pas d'énergie, ok, qu'est-ce qui t'inspire dans la journée, comment tu peux faire ce que tu aimes. Et au moment où je me sens seul, j'appelle un ami, j'appelle machin, et je m'occupe. Je m'occupe pour pas ressentir mon truc. Puis à la fin de la semaine, juste, je suis encore plus vidé qu'au début de la semaine. Et j'arrive à cette étape où je suis dans l'étape 3 et je me rends compte, putain, en fait, ça fait 15 ans que tu as ces patterns de vagues, de fatigue et de sentiments un peu dépressifs à certains moments. Et j'ai résolu plein de choses dans ma vie, mais ce truc-là, c'est le truc que j'arrive pas à résoudre. Et c'est le truc que je nommais même pas jusqu'à maintenant. C'est le truc où j'étais à une bonne étape 1. Bonne étape 1, bien violente. Euh, et mon étape 2, moi, c'était effectivement, j'ai pas utilisé de médicaments. Enfin, si, j'ai utilisé du sucre à certains moments, on va dire. J'ai utilisé des coachs pour m'aider là-dedans. J'ai utilisé des routines. J'ai utilisé certaines informations. J'ai utilisé certaines méthodes. Euh, j'ai utilisé une femme, puisque en vrai, je vois que euh, ce sentiment revenait beaucoup plus quand j'étais seul. Quand je suis en couple et quand je suis entouré, c'est beaucoup plus facile. Enfin, en tout cas, j'arrive beaucoup plus à contenir et à contrôler cette sensation. Mais dès que je me retrouve seul, cette sensation, elle reprend de la place, en fait. Quand je suis entouré, quand je me sens important et tout, elle prend beaucoup moins de place. Et là, elle reprend de la place. Et en lisant ce livre samedi soir, je me dis, putain, en fait, je suis sur ce sujet-là.
j'oscille entre l'étape 2, entre l'étape 1 et 2 depuis 15 ans. Et c'est la première fois que je vois clair là-dessus. Jusqu'à ce moment, je pensais juste que c'était quelque chose de mécanique, que j'avais à être plus fort, que j'avais à mieux contrôler, que j'avais à mieux maîtriser à cet endroit pour franchir l'étape 3. Et puis, en, en- en lisant ce livre, juste, je passe à l'étape 3 et je me rends compte, OK, en fait, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vois que je peux plus essayer juste de contrôler ça. Il y a quelque chose de plus grand derrière ce message. Il y a quelque chose à comprendre de plus fort que ce message, que juste essayer de trouver une solution. Que juste essayer de trouver une solution rationnelle à un problème rationnel. Et ce qui est marrant, c'est que je devais courir un semi-marathon dimanche matin. À travers mon côté performeur, je savais que je voulais le faire en moins d'une heure 25. J'étais entraîné, j'étais confiant sur le fait de le faire en moins d'une heure 25. Sauf que samedi, dans ma tête, je sens mon esprit, mon corps qui commence à me dire juste, tu n'iras pas courir demain. Et ça me plaît pas. Ce genre de pensée me plaît pas beaucoup. Surtout quand ça fait 4 mois que je m'entraîne et ça fait 4 mois que je me fais mal tous les jours pour réussir à recourir réussir à revenir sous les 1h25. Ça me plaît pas. Mais c'est comme si samedi soir, je touche le point de non-retour où je sais vraiment que je vais pas aller courir. Je vais rester avec ma chérie. Je dis pas un mot. J'ai pas envie de la voir. J'ai pas envie de lui parler. Et j'ai envie de parler à personne. Et puis, dimanche matin, je me lève. Ma chérie me demande, du coup, tu vas courir demain? Et je lui dis, je sais pas, on verra. Samedi soir en me couchant. Je verrai comment je me lève. Dimanche, je me lève. C'est pas sur une échelle de 1 à 10. C'est pas j'ai envie de courir à 10. C'est pas j'ai envie de courir à 2. C'est j'ai envie de courir à. En fait, il n'y a même pas de nombre. La question n'existe pas. La sensation n'est même pas évaluable. J'ai envie de courir à moins 100. J'ai mon corps et mon esprit qui a envie de courir à moins 100 sur 10. J'ai qu'une envie, c'est lire ce livre. Parce que je sais que ce livre m'appelle. Je sais que j'ai le choix entre me faire violence et à travers l'étape 2, une fois de plus, aller courir et aller le courir en 1h25, ou lire ce livre et accepter l'idée qu'à cet endroit-là, euh, je n'ai pas envie. Et la pression des gens autour de moi qui vont me demander, alors, tu as été courir, qu'est-ce que je vais leur répondre? Ça ne va pas avec mon identité. Euh, Ça va pas avec l'identité limitée de ce que je crois être à ce moment-là. Ça me dérange, mais bon, je vais pas courir. Et puis, je passe ma journée à lire ce livre. Le livre à 15 heures ou 16 heures, il est plié. Et, et derrière, juste, je fusionne. Je me dis, OK, en fait, je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces vagues de fatigue et de dépression. Donc, étape 4, je réclame mon pouvoir. Je veux plus trouver une solution à ça. Je veux juste, la prochaine fois que ça m'arrive, me laisser traverser par ça et comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, fusionner avec cette histoire. Et lundi matin, normalement, lundi matin, c'est le jour où je suis productif. Je suis le plus productif et où je suis le plus attaché à être productif. Et là, je n'ai pas envie d'être productif lundi matin. Et juste, je fusionne avec tout ça, avec ces histoires et avec cette sensation. Et là, je comprends. C'est comme si tout s'éclaircissait. Et c'est comme si, en faisant l'expérience de différentes émotions, toute la matinée, ah, je passe par toutes les sensations lundi matin. Des sensations d'extase à certains moments, des sensations euh, de fatigue profonde, des frissons, des larmes, des machins. Je peux pas le rationaliser, mais je passe lundi matin par toutes ces expériences. Et puis,
à un moment donné, je me vois dans... C'est comme si j'avais une image de la part de moi qui était aliénée, mise de côté, rejetée. Et je vois une photo de moi quand j'ai 7 ans en clown, déguisé en clown. Et je vois ce petit clown au fond de la pièce, recroquevillé dans un coin, qui, ouais, recroquevillé dans un coin, qui a juste envie d'être pris dans les bras et d'avoir le droit d'exister. Ce clown qu'on a mis dans un coin qui représente l'enfance, la spontanéité, la joie, le fait de ne pas contrôler, de ne pas performer, et qu'on a, ouais, qu'on a mis de côté. Et c'est comme si, à ce moment-là, au moment où je le vois, c'est comme si je me laissais traverser par ça et j'ai tout le corps qui se met à trembler. Et c'est comme si derrière, j'avais cette sensation de résolution, de vide après. Et le mardi, j'ai un deuxième spasme, comme ça, sur une autre part de moi qui est mise de côté et, euh, et les sensations continuent. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'étape 6 à 8, c'est là où tu as le plus de ce qu'on appelle serendipity. Serendipity en anglais, c'est tu as juste des choses qui arrivent à plein d'instants. Et dans toute cette période-là, lundi, mardi, j'ai Spotify qui joue avec moi. Quand je dis Spotify qui joue avec moi, c'est Spotify me donne des petits, des chansons que j'ai jamais entendues. Et la première, c'est Life Will Find a Way. Et les paroles, c'est, en gros, la traduction, c'est la vie trouvera un moyen. Euh, on a pris le temps, on a pris le temps, on a laissé notre cœur et notre âme derrière nous. Et de toute façon, si on n'arrive pas à s'aimer entre nous, life will find a way. La vie trouvera un moyen. Et si on n'apprend pas à prendre soin des différentes parts en nous, life will find a way. We took the fall, we took the blame for chasing gold, for chasing fame. On prend le blâme, on prend l'échec qui va avec, d'avoir poursuivi l'or, d'avoir poursuivi fame, c'est quoi? C'est le fait d'être connu, d'être reconnu. Mais de toute façon, si on n'arrive pas à s'aimer, life will find a way. Et j'ai que des chansons comme ça qui arrivent sur mon Spotify, qui viennent de nulle part et sur lesquelles chaque fois j'entends les paroles et je me dis mais d'où ça sort? Qui contrôle ma playlist? Qui me joue un tour? Et finalement, je vois clair sur tout ce qui se joue et je vois clair sur le fait que au moment où, à l'âge de 15 ans, ma plus grosse déception, mon plus gros échec à ce moment-là, c'est de ne pas être pris à l'INSEP, qui est la suite du sport-études national, et où ma conclusion à ce moment-là, c'est en fait, j'ai pas été pris parce que j'ai pas travaillé assez dur. Et du coup, ce que je conclus à ce moment-là, c'est de réprimer toutes les parts qui veulent me faire profiter de la vie, qui veulent me faire chiller, qui veulent me faire ne pas contrôler, pour ne donner la place que aux parts rationnelles et qui vont me permettre de performer. Et que l'appel de fatigue, quand je fonctionne uniquement à travers ça, l'appel de vague de fatigue, l'appel de vague de dépression, que j'ai à certains moments depuis 15 ans, que j'arrive de mieux en mieux à contrôler, qui dure de moins en moins longtemps, qui dure peut-être 1 ou 2 jours tous les 2 mois, alors qu'avant, ça durait peut-être 1 ou 2 jours toutes les semaines. Ben, en fait, c'est juste la part de moi que j'ai aliénée à un moment donné pour, euh, pour répondre à une conclusion erronée de, de pourquoi j'avais échoué à cet endroit-là. Et ce qui est marrant, c'est que au moment où je capte tout ça, je vois aussi exactement. Donc,
toute cette compréhension qui émerge par rapport à cette part. Et derrière, j'ai le domaine de descente où je vois clairement, OK, comment est-ce que je vais intégrer cet enseignement dans ma story? Euh, Comment je vais intégrer cet enseignement dans euh, les prochaines formations? Et comment j'ai envie de faire évoluer ma manière de coacher et tout ce qui va avec. Et naturellement, ce n'était pas du tout dans mes plans lundi quand j'ai défini avec l'équipe qu'est-ce que je veux faire de cette semaine. Mais naturellement, ce qui émerge, c'est aussi j'ai envie de partager ce que j'ai appris et ce que j'ai traversé à ce moment-là. Et c'est plus fort que moi. Il faut que j'organise ce webinaire. Voilà. Donc, le, l'idée ici, c'est ce qui est marrant, c'est que derrière, tu as des opportunités qui sont bizarres qui arrivent dans ta vie. Hier, j'ai une amie qui j'ai pas parlé depuis 6 mois, qui est hyper fêtarde, hyper tout ça, et qui est l'inverse de moi. En tout cas, qui est l'inverse de ce que je me racontais de moi. Parce que qui est l'inverse de ce que j'ai réprimé de moi. Et, euh, et hier, elle m'envoie un message, elle me dit tu fais quoi vendredi soir, Julien? Et je dis rien. Et elle me dit ok, est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort? Et je dis donne-moi des infos. Elle me dit non, sinon c'est pas drôle. Je dis ok, quelle heure? Elle dit c'est telle heure, à cet endroit. Et finalement, c'est que la vie te teste sur est-ce que tu es prêt à jouer avec la nouvelle part de toi avec laquelle tu n'aurais jamais joué avant? Ouais. Donc, voilà ce que pouvais vous partager aujourd'hui avec ma lecture, euh, qui est sûrement incomplète, mais qui est ma lecture singulière. Euh, voilà ce que j'avais à partager. C'est tout? Je vais prendre les questions. Ah, ouais. Je sais pas s'il y a des questions ou des choses en plus. Marlène, t'as pas de questions cette fois. Euh, ouais, titre du livre. Five stages of being in your shine. En fait, je peux partager bien sûr des livres qui m'ont qui m'ont marqué, mais je pense que chaque livre apparaît à un moment donné de ta vie où, où il est juste et il y a une résonance entre ton énergie du moment et l'énergie du livre. Et c'est toujours dur, je trouve, de recommander des livres parce que surtout génériquement comme ça. Je peux recommander des livres à des gens quand je les connais bien et je leur dis, tiens, dis ça, je pense que ça va te parler. Mais génériquement comme ça, c'est ultra dur, je trouve, de recommander un livre parce que on dit souvent le maître apparaît lorsque l'élève est prêt et le livre apparaît lorsque l'élève est prêt. On peut également dire. Euh, Lionel, est-ce que je peux parler de la formation mastery ou rayonnement intégral? Euh, je peux, ouais, je peux en parler rapidement. Je peux en parler rapidement ou pas? Je crois pas que je suis dans l'énergie d'en parler, là. Je crois pas que, ouais, je suis pas dans l'énergie d'en parler. C'était pas forcément l'intention de ce webinaire, mais si jamais vous pouvez en savoir, vous voulez en savoir plus,
Je vous invite à prendre un rendez-vous avec Seb qui saura vous en parler et qui sera dans l'énergie de vous en parler beaucoup plus que moi. Je vous donne le lien euh, si vous voulez prendre un rendez-vous avec Seb pour que mince, quoi le lien? Ah, je l'ai. Ok. Ok. Si jamais vous voulez prendre un rendez-vous avec Seb qui vous en parle ou quoi, vous pouvez le faire directement ici. Euh, alors, ça c'est hyper intéressant. Il y a des super questions. Euh, Est-ce qu'on peut être bloqué à plusieurs étapes pour un même sujet? On invente Ouais, un sacré cœur. Il y a tout qui s'écarte. Vous savez, ça s'écarte. C'est comme Moïse qui passe. Est-ce que les étapes, pour en arriver aux 8, les étapes suivantes s'enchaînent naturellement? Et merci, Alors, et merci. c'est Je m'endormais. Ça super intéressant Bah comme oui. question. Parce qu'en fait, T'as plutôt besoin d'aller dormir. Non, non, mais ça va aller. Merci. Je vous en prie. Un bureau, mal, c'est ce ce que qui je se dis. passe, Mais c'est il est que magnifique. chaque étape Il est magnifique. a Il a une connaissance. des leçons. C'est un Et génie. si, C'est bête, je me suis réveillée. Je l'ai fait aux toilettes. Je suis désolée. Ah, bah, non, J'ai vraiment dû y aller. un exemple qui est donné, que je trouve assez intéressant et qui m'a permis de mettre en mots des choses que je percevais chez mes clients, mais que je n'arrive pas à mettre en mots, c'est l'idée que, par exemple, toute cette partie-là, donc la partie... ouais, tac. Disons, les parties 9, 10, 11, 12, c'est entre guillemets la quête de toutes les personnes qui sont dans un travail d'évolution personnelle. Tout le monde aimerait en arriver là. Et tout le monde aimerait vivre dans cet état. Bon, cet état, tu ne peux pas y vivre. Okay, tu vas redescendre et tu vas être reconfronté à nouveau dans tes étapes de la matière. Et du coup, comme tout le monde veut y accéder, c'est là qu'on va trouver aussi tous les mouvements ici par exemple, cérémonies, plantes, médicinales, ayahuasca, tous les mouvements très spirituels ont pour but de nous amener directement à l'étape 9, 10, 11. Sauf que si je passe à l'étape 9, 10, 11, sans avoir franchi les étapes 3, 4, 5, 6, 7, en fait, mon ayahuasca, mon machin, ma plante, ma cérémonie spirituelle, mon séminaire de dev perso, mon machin, mon truc qui est censé me faire toucher Dieu, là, en fait, c'est une étape 2. Et ça va faire très mal. Et c'est pour ça que tu as des gens qui reviennent dissociés, toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, l'ego a pas, le soi n'est pas suffisamment fort et stable pour intégrer pleinement ce qui va vivre à l'étape 9, 10, 11. Donc, de toute façon, ce que j'ai pu apprendre dans ma vie et ce que j'apprends encore de toute façon, c'est que tous les raccourcis que j'essaie de prendre, quel que soit l'endroit de ma vie, finit toujours par me ralentir et me faire souffrir plus que si j'avais accepté le rythme du moment et si j'avais embrassé le rythme et le choix du moment. Donc effectivement, tu vas avoir différents pièges à chaque étape. Donc, le piège à ces endroits-là, c'est soit de vouloir y rester, soit effectivement de vouloir bypasser les autres étapes. L'étape,
À l'étape 8, les Julien, je erreurs me et les permets de te pièges, couper. Je sais pas si tu nous je dois entends. remplir ce vide Ça veut dire que immédiatement qu'est-ce que t'as dit? avec Je sais pas si tu nous entends. Ouais, tu nous mon... entends pas. Non, non, plein de Ok. choses. remplir Et ce je ne vide savais pas immédiatement qu'on avec passait mon, des- Oh, bah alors là, je ne savais pas qu'on passait les gens ne pas se scrutent pas. mon Chez mental, les tragiques, tu dis, qui va juste on continuer à fonctionner de la même manière. Ah bon? on apprend à ne pas croiser ses jambes. Ah, ok, Ouais, voilà, vous ne voyez pas le truc, c'est ça. Je ne sais pas, mais bon. Voilà, c'est des- Couper le micro de ma... Est-ce que Maëlle pourrait couper son micro? Merci. Ouais, c'est bon. Ah ouais, je sais pas pourquoi je ne l'entends pas, c'est étonnant, ça. Parce que le micro n'a pas été sur le bon quoi. Ok, ok. Ouais, là on est bon. À l'étape 7, ce qui va me bloquer aussi, c'est le fait de ne pas vouloir me laisser traverser par l'émotion parce que je flippe. C'est le moment où je veux pas vomir parce que j'ai peur d'avoir mal si je vomis. Ici, c'est de me dire, putain, il y a un problème. Il y a un problème, plutôt que de le voir comme un processus naturel. Ici, c'est de ne pas fusionner avec l'histoire, mais de juger l'histoire. Donc, de juger l'histoire et de me dire, OK, et de partir dans l'histoire inverse. OK, par exemple, je me rends compte que, je sais pas, je me sens seul quand je suis avec mon conjoint ou ma conjointe. OK, je vais essayer de me convaincre, du coup, qu'en fait, je suis pas seul et que tout va bien. Qui va me ramener à l'étape 1, parce que je n'ai pas intégré. Et dans un contexte tout autre, j'aime bien ce que dit Tugan Barra en lien en général avec le business, mais qui est applicable à ce parcours de transformation et ce qui est applicable au business et à ce parcours de transformation, c'est que la vie, c'est comme un jeu vidéo dans lequel tu as des niveaux, okay, et à chaque niveau du jeu vidéo, tu as des challenges de plus en plus grands. C'est-à-dire que le boss du jeu vidéo, il est de plus en plus grand. Tu as des opportunités de plus en plus grandes. C'est-à-dire que tu as de plus en plus de possibilités. Et tu as aussi des ressources de plus en plus grandes. Puisque à travers le développement, le passage des niveaux, tu as développé des ressources en interne. Un exemple qu'on peut prendre assez facile avec l'entrepreneuriat, c'est que si tu as au niveau 100 millions, par exemple, si tu as 100 millions de fortune, tu as des opportunités niveau 100 millions, c'est-à-dire que tu peux faire des putains de projets immobiliers, tu peux créer un stade, tu peux directement recruter une équipe qui va te coûter 3 millions par mois pour lancer un nouveau projet. Donc, tu as des putains d'opportunités, des opportunités qui vont avec ton niveau. Tu as des sacrés challenges aussi. Parce que le challenge, c'est que comme tu as 100 millions, tu es une proie pour beaucoup, tu es une target pour beaucoup, tu es visible, donc tu vas avoir des challenges d'un point de vue fiscal, des challenges d'un point de vue administratif, des challenges d'un point de vue menace extérieure, des challenges d'un point de vue gestion d'argent, c'est-à-dire qu'une erreur te coûte maintenant 10 millions. Donc, tu as plein de challenges qui sont à tout autre niveau. Et les ressources internes, c'est que normalement, si tu as franchi les niveaux un à un, tu as eu le temps de mettre en place, tu as eu le temps de développer un système nerveux suffisamment fort pour gérer les challenges qui peuvent arriver à ce niveau. Tu as eu le temps également de mettre en place autour de toi une équipe d'avocats, de mettre en place des structures de rechange si jamais tu as un problème. Tu as développé tout un tas de ressources internes et externes qui font que tu es prêt à jouer à ce niveau. Et tu es prêt à embrasser les challenges qui vont arriver à ce niveau. Le problème, c'est que si tu essaies de bypasser les étapes et que tu es catapulté à 3 niveaux plus haut dans ta vie, eh ben,
tu as des challenges qui sont 3 niveaux plus hauts sans avoir eu le temps de développer les ressources internes et externes. Et c'est là que tu prends une putain de claque qui te met par terre. Et c'est ce qui se passe aussi dans ce parcours de transformation. Si je veux bypasser les étapes et aller directement toucher la lumière sans fusionner avec mon ombre, bah en fait, ça tape fort et ça ramène au niveau 1. Et le message plus profond encore le message avec lequel je repars, encore plus profond pour moi que juste ces 12 étapes, c'est le message que chacune de ces étapes a son rythme et chacune de ces étapes demande d'être traversée avec son rythme. Et si je ne veux pas embrasser le rythme de cette étape, je ne pourrai jamais intégrer la leçon qui va avec cette étape. Et je vais juste passer plus de temps ici. Puisque si je repars sur mon exemple, si je n'intègre pas le rythme qui va avec ma fatigue lorsque je pousse trop et que j'embrasse pas, bah en fait, je passe 15 ans à revivre le même schéma. Et ce livre est aussi pour moi une invitation à réembrasser son propre rythme plutôt que de vivre à travers un rythme frénétique qui est un trophée dans notre culture. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il y a un truc que j'ai pas nommé, mais ouais, il y a un truc que j'ai pas mis dans toutes ces étapes aussi, c'est que, par exemple, je peux aussi utiliser, je l'ai vu à un moment donné dans le commentaire, c'est pour ça que je le précise. Je peux par exemple utiliser un régime sans gluten. Je peux par exemple utiliser certains régimes qui permettent de contenir, donc autrement dit, d'éteindre les symptômes de mon estomac inflammé, par exemple. Ok. Mais pourquoi l'estomac est inflammé? C'est que le, tous les, toutes les tentatives de toutes les tentatives de curing viennent en fait m'éloigner du message. Et j'ai eu des clients dans le passé sur lesquels, qui par exemple avaient pris un régime sans gluten ou avaient enlevé le lactose de leur alimentation et ils viennent travailler en coaching et je les accompagne à travers le processus cœur qu'on enseigne dans Mastery. Et les gens me disent, ah, en fait j'ai senti l'appel de reprendre le gluten et j'ai plus jamais eu mal. Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, je comprends maintenant que c'était juste que le régime sans gluten était, euh, par exemple, un curing. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Bien sûr que si j'ai mal au ventre tous les jours parce que je mange du gluten, bah, probablement qu'il est sage d'enlever le gluten de mon truc. Mais il y a une différence entre utiliser une cure, utiliser des stratégies qui me permettent d'éloigner d'éloigner les symptômes pour réintégrer la part qui demande à être intégrée, ou pour continuer à vivre la vie qui m'a rendu malade. Voilà. Euh,
Quel livre revient tout le temps dans ta vie? Ouais, Devenez ce que vous êtes de Nicolas Propin, que je recommande souvent. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que je comprends mieux pourquoi ce livre me parle, puisque le, déjà j'ai beaucoup de choses en commun avec Nicolas, mais les deux menteurs principaux de Nicolas Propin sont Donny Epstein et John de Martini, qui sont deux personnes qui m'ont énormément inspiré. Euh, Plus difficile de faire la distinction entre les histoires. Plus difficile de faire la distinction entre les histoires que l'on se raconte et le vrai rejet ou blocage d'une part de soi. Oui, c'est clair. C'est pour ça que à étape 1 et 2, elle est souvent caractérisée par essayer de comprendre le blocage. Tu ne peux pas le comprendre tant que tu es à l'étape 1 ou 2. Parce qu'en étape 1 ou 2, tu es aveugle. Ton soi est encore trop faible, entre guillemets, pour voir clair. Et toute tentative d'essayer de comprendre, rationaliser à ce moment-là, est juste quelque chose qui te maintient encore plus dans le système de l'étape 1 ou 2. Du coup, est-ce que ce cheminement des 12 étapes vont arrêter tes épisodes dépressifs et te permettre d'exprimer la part de toi que tu réprimes? Euh, Bah, c'est intéressant parce que je peux reconnaître cette énergie, mais en fait, j'en fais une expérience complètement différente. C'est-à-dire que je- j'en faisais l'expérience d'une forme de dépression parce que j'y résistais. Et je vois que depuis 2 jours, je peux refaire cette expérience à certains moments, mais en fait, cette même énergie, j'en fais une expérience différente. Je sais pas si vous saisissez ça. Et c'est comme le- cette histoire de la princesse et du crapaud. Vous connaissez l'histoire de la princesse et du crapaud? Non. Je vous raconte l'histoire de la princesse et du crapaud. Je vais vous raconter l'histoire de la princesse et du crapaud. Alors. Euh, c'est un conte pour enfants. Désolé de vous ramener aussi bas. Mais dans les contes pour enfants, il y a souvent des putains de leçons. L'histoire de la princesse et du crapaud et de la grenouille. Il était une fois une jolie petite. Je vais vous partager l'écran. Il était une fois une jolie petite princesse, si belle que le soleil prenait plaisir à l'éclairer. Elle aimait s'amuser avec une balle d'or, elle s'amusait à la lancer et à la rattraper. Or, un jour, elle jouait dans le jardin et la balle tomba dans la fontaine où elle disparut. La princesse, très malheureuse, éclata en sanglots. Soudain, elle entendit une petite voix qui disait « Pourquoi pleures-tu » En regardant autour d'elle, la princesse vit une grenouille. « J'ai perdu ma balle d'or au fond de l'eau, dit-elle en sanglotant. Que me donneras-tu si je te la rapporte demanda la grenouille. Tout ce que tu voudras, répondit la princesse. Alors, je voudrais que tu m'emmènes au palais, que tu me laisses manger dans ton assiette, boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit. Promis, dit-elle, en se disant qu'elle ne risquait pas grand-chose car une grenouille c'est fait pour vivre dans l'eau, pas dans un palais. La grenouille plongea au fond de la fontaine et lui rapporta sa balle. La princesse prit la balle sans même remercier la grenouille et courut vers le palais. Hé, lui cria la grenouille, tu oublies la promesse que tu m'as faite. Le lendemain, alors qu'elle soupait avec le roi, son père, on frappa à la porte du palais et une voix cria Fille du roi, ouvre-moi. La princesse alla ouvrir, devenue toute pâle, referma précipitamment la porte. Qui est-ce demanda le roi. La princesse lui raconta ce qu'il s'était passé. Le roi dit qu'il faut tenir ses promesses. Ouvre la porte, mon enfant. La princesse obéit et la grenouille entra. En bondissant, la grenouille s'approcha de la princesse et lui ordonna Mets-toi près de mon assiette. Malgré sa répugnance, la princesse fut bien obligée de tenir sa promesse et de partager sa nourriture avec elle. Maintenant que j'ai bien mangé, je me sens fatiguée. Emporte-moi dans ton lit. La princesse refusa de dormir avec la grenouille toute froide, mais le roi, son père, intervint sévèrement et lui dit Tu as fait une promesse et tu dois la respecter.
Toutefois, lorsqu'elle fut seule dans sa chambre, elle posa la grenouille sur une chaise et alla se pelotonner dans son lit, où elle s'endormit aussitôt. À peine était-elle endormie que la grenouille sauta sur le lit et se glissa près d'elle, tout doucement, sans la réveiller. Le lendemain matin, la princesse ouvrit les yeux et que vit-elle? Un prince assis sur une chaise qui la regardait tendrement. Ne t'effraie pas, dit-il. Une méchante sorcière m'avait changé en grenouille. Toi seul pouvais me libérer, mais il fallait que tu acceptes de m'héberger en tenant ta promesse pour déjouer le mauvais sort qu'elle m'avait jeté. Le prince lui demanda de l'épouser, ce qu'elle accepta avec joie, car elle en était tombée amoureuse dès le premier instant où elle l'avait perçu en s'éveillant ce matin-là. Ma lecture de ce conte, c'est que le roi représente notre higher self, le sage en nous, le king en nous, le roi en nous, notre partie la plus authentique. La princesse représente l'ego, celui qu'on veut être et qu'on a appris qu'il fallait qu'on soit pour être aimé, pour être accepté, pour être suffisant. La grenouille représente les parts qui sont rejetées, les parts qu'on a rejetées en nous, parce qu'on les trouve moches, parce qu'on les trouve laides. Mais au moment où on embrasse pleinement et où on accepte que la grenouille revienne dans notre lit, elle revienne vivre avec nous, c'est là où ces parts qui sont laides deviennent en fait belles. Et au moment où on les épouse, ces parts qui étaient rejetées deviennent celles qu'on aime le plus. Et nos symptômes sont là tant que la princesse en nous ne veut pas embrasser la grenouille. Et c'est le roi qui nous punit avec des symptômes jusqu'à ce qu'on soit prêt à embrasser la grenouille. Voilà, voilà. Donc, pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez lire ce conte à vos enfants. Donc, pour répondre à la question, c'est que avant, jusqu'à il y a encore 2 jours, je voyais les périodes de plus basse énergie dans ma journée comme des choses contre lesquelles je me battais de toutes mes forces. Et là, je vois qu'au contraire, c'est des moments de respiration et c'est des moments que j'embrasse et qui me donnent des idées, qui me permettent de télécharger des idées. En fait, cette même part de moi qui a juste envie de rêvasser, qui n'a pas envie de faire quelque chose, qui n'a pas envie d'être productif, que je voyais comme le crapaud jusqu'à avant, en la transcendant, c'est maintenant mon prince, qui rêvasse et qui fait rien et qui lit. Et c'est cette même part. Mais juste, de par mon regard, ma grenouille s'est transformée en prince. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais laisser réfléchir à cette idée et je vais laisser embrasser la grenouille à l'intérieur de vous. Eh oui, dernière chose dans ce conte. La sorcière, c'est la part de nous rigide, qui a peur, qui a transformé ce qui était un prince en grenouille, qui a transformé, qui a fait croire à l'ensemble qui a fait croire à la princesse que que ce qui est beau à la base est en fait moche et devrait être caché. Il y a aussi la place de la sorcière dans l'histoire. C'est cool de vous laisser sur cette métaphore. Apprenez à observer la grenouille en vous. Quelle part représente la grenouille? Quelle part représente le prince? Quelle part représente le roi? Et qui vient dire quoi dans l'histoire? À vous de le découvrir dans votre propre histoire.
Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt dans un prochain webinaire en ayant transformé votre grenouille en prince. Salut à tous. Merci beaucoup, Julien. Ouais. Merci.